Bonjour, très chers spectateurs. Et je vous rappelle que nous avons reçu notre confrère Gaël Clavis Johnson, le chercheur, écrivain, auteur des ouvrages purement académiques et scientifiques. Et avec lui, nous allons essayer un peu de parler sur la situation qui sévit au Congo démocratique, la situation au Congo-Brazzaville et en Afrique. Je pense que vous ne serez jamais déçus parce que la thématique d'aujourd'hui, nous allons parler vraiment de l'afro-démocratie. C'est notre thème du jour. Bonjour, monsieur Clavis. Bonjour. On était ici en février, le 27, et on avait parlé en long et en large. Et aujourd'hui encore, nous allons encore essayer d'éclairer l'opinion publique. Ma première question est celle de savoir, il y a tellement de thèmes, il y a tellement de thématiques en Afrique, mais pourquoi, monsieur Clavis Gaël, vous avez choisi les thèmes comme l'afro-démocratie, contre-système, séparatisme des valeurs et tout cela? Qu'est-ce qui vous a poussé à parler de ça? Voilà, merci encore pour cette opportunité. Voyez-vous, dans le domaine scientifique, quand on évolue, il faut toujours parvenir à la création de certains termes. Voyez-vous, quand on veut s'exprimer, il faut chercher des termes qui conviennent pour mieux s'exprimer. C'est dans ce sens-là. Alors, nous sommes au Congo, nous sommes dans le contexte du Congo-Brazzaville ou encore du Congo-Kinshasa. On parle à propos d'un peuple, on pense à propos de ce peuple, nous sommes ce peuple, on pense à nos mamans, congolaises, africaines, victimes des violences à l'est et aussi au sud du Congo-Brazzaville. On pense à des situations sociales de ces jeunes frères congolais et africains en général. Donc, on parle d'un pouvoir du peuple par le peuple. On fait entendre que c'est ce peuple-là qui choisit les leaders en place. Alors là, c'est une forme de démocratie qu'on veut nous parler. Alors, il faut venir reprendre ce contexte et puis voir de quelle manière cela nous ressemble, si on doit l'accepter comme tel ou bien encore apporter certains changements. Alors, en apportant des changements, c'est même cela l'objet de la recherche, on se rend compte que le modèle démocratique qui va mieux pour les Congolais, qui va mieux pour les Africains, c'est bien évidemment une forme de démocratie, mais qui doit aussi valoriser les valeurs africaines. C'est là où j'ai pensé d'un terme afro comme une référence aux cultures, traditions africaines et la démocratie comme telle, le pouvoir du peuple par le peuple. Alors, en parlant du country system, il fallait évidemment il fallait pointer sur un groupe comme tel les dangers permanents que nous avons dans le pays, suivant la volonté coloniale. Cette tribu, cette ethnie minoritaire qui est souvent utilisée contre les autochtones pour faire asseoir la volonté coloniale du pillage, de la violation des droits des Africains, des guerres ethniques, que j'appelle des guerres coloniales sur nos terres, c'est ça. Donc, il n'y avait pas d'autres thèmes, comme je l'avais dit dernièrement. J'ai bien cherché d'autres termes, bon, mais le terme qui a été conclu dans mon raisonnement, c'était bien les counter-systems. C'était ça. Donc, il y a pas mal de termes, comme vous venez de l'évoquer. Bon, il faut choisir des termes qui vont bien avec notre réflexion et notre recherche. Monsieur Clavis, s'il vous plaît, vous nous avez parlé autrefois du danger de la présidence dans nos pays africains. Comment pouvez-vous changer un tel modèle de gouvernance parce que c'est vraiment enraciné en Afrique? Voyez-vous, la présidence, c'est une structure luxueuse. On a mis autant de luxe là-dedans pour attirer l'Africain qui, quelque part aussi, est habitué au luxe. Ce n'est pas mauvais de profiter du luxe, ce n'est pas mauvais. C'est la nature humaine, de toute façon. Vivre dans le luxe, quand on a ses moyens, quand on n'a pas commis des crimes et qu'on a ses moyens de vivre dans le luxe, pourquoi pas? C'est une grâce, il faut en profiter. Donc, on a mis autant de luxe dans la présidence que
tous les Africains pensent, certainement tous les politiciens pensent arriver à la présidence pour exprimer leur volonté politique auprès du peuple. Mais en voyant ce luxe, peut-être si on se limite à ce luxe-là, on est quelque part coincé. Alors, quand on voit au-delà d'un tel luxe, on se rend compte que c'est un piège, la présidence. Okay. C'est un piège dans le sens que c'est une administration la plus sombre sur cette terre, dans ce pays, s'il faut le préciser, dans ce sens, dans le cas où le pays existe, parce que les pays africains n'existent pas. Donc, l'administration présidentielle est une administration très sombre, je dis, où le président a même peur de sa propre silhouette. Je dis bien. Okay. Le président de la République a même peur de sa propre silhouette. Ça, c'est pour essayer un peu de montrer comment le danger de la présidence est persistant, dans le sens que quand on y arrive, on n'a presque plus encore cette joie de vivre, à part ces impressions qu'on nous montre, voilà, des cortèges, des cortèges présidentiels, toutes ces choses. Tout ça, ce sont des impressions extérieures. Okay. Mais à l'intérieur comme tel, ça fait pas bon vivre dans la présidence. Comment? On vit entre la vie ou la mort. On vit entre la vie ou la mort. Soit on sacrifie le peuple pour servir celui qui a créé la présidence, qui nous l'a imposé, ou bien si on se met contre celui qui a créé la présidence ou qui nous l'a imposé, si on se met contre lui, alors qu'on se prépare à subir l'humiliation, dans le cas de Lissouba en 1997, dans le cas de Gbagbo avec Ouattara en 2010-11, voilà. Donc, on se prépare à subir une telle humiliation quand on se met contre la volonté de celui qui a créé la présidence. Okay. Donc, la présidence comme telle, pour essayer un peu de raccourcir les expressions, okay, je prends la présidence comme étant le colonialisme déguisé. Le colonialisme a juste évolué, okay, et voilà, c'est devenu sous une forme de démocratie, et la démocratie qu'on fait asseoir dans la présidence, voyez-vous. Donc quand on parle de la présidence comme telle, c'est le malheur de l'Africain en fait, c'est le malheur de l'Africain. Donc je suis contre la présidence dans le sens que c'est une administration qui donne la force aux colons de prendre le contrôle sur nous. Je vais juste prendre un exemple. Okay. Nous sommes des millions d'habitants en RDC ou encore au Congo-Brazzaville. Mais seulement, ce qu'il faut, c'est de prendre le contrôle du président de la République, okay. pour que des millions de gens soient sous le contrôle d'un tel pays colonisateur. C'est une équation aussi facile. Trop facile même. Okay. Des millions de gens sous contrôle à travers un seul individu, une seule personne. Il suffit de contrôler le président de la République pour que des millions de Congolais, dans le contexte de la RDC, près de 100 millions, soient sous le contrôle du colon. C'est une équation facile. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Il faut rendre l'équation complexe. Okay. Et pour rendre cette équation complexe, il nous faut procéder avec la fermeture de la présidence. Parce que c'est la présidence qui fait la force du colon. Ça, il ne faut pas mentir. La force du colon, ce n'est pas le fait qu'ils ont des armes nucléaires. De toute façon, ils ont des économies fabriquées. Okay. Mais ce qui fait la force du colon en Afrique, ce n'est pas parce qu'ils ont des idéologies d'une sorte ou encore, je ne sais pas de quelle façon. Mais ce qui fait la force du colon en Afrique, c'est la présidence. Il suffit de contrôler la présidence, alors c'est tout le pays qui est placé sous contrôle. S'il faut enlever la présidence, le colon n'aura plus où mettre ses pieds, par où passer, ou par où encore donner des instructions. La présidence, c'est ça le malheur de l'Africain. Ce n'est pas comme nous l'a dit Aimé Césaire, que le malheur de l'Africain, c'est d'avoir rencontré la France. Ça, c'est une distraction intellectuelle. Okay. Ça, c'est distraire les esprits des jeunes Africains. Il faut pointer le vrai problème de doigt, et je le fais ici, que le danger, le malheur du Congolais, que ce soit de Brazzaville ou encore de Kinshasa, c'est d'avoir embrassé la présidence. Aujourd'hui, on croit tous que pour avoir des solutions, il faut passer par la présidence. C'est ça l'erreur. La présidence ne peut pas nous procurer des solutions à nos problèmes.
Ok, monsieur Clavis, croyez-vous que cette gouvernance que vous venez d'évoquer peut porter des solutions pour les problèmes des Africains? En parlant de l'afro-démocratie. Évidemment, l'afro-démocratie, voyez-vous, je ne suis pas un colonisateur, donc je ne colonise pas les esprits des Africains, je ne colonise pas les esprits des Congolais. Je ne suis pas ce colon qui vient en Afrique et puis qui dit, voilà, il vous faut la démocratie, que vous le voulez ou pas. Il vous faut la République, que vous le voulez ou pas. Il vous faut la constitution républicaine, que vous le voulez ou pas. Vous êtes Congolais et non plus Luba, non plus Swahili, non plus Congo. Mais vous êtes Congolais selon le contexte de la République. Okay. Je ne suis pas ces dictateurs colonisateurs pour imposer une idéologie aux Africains. On parle de l'afro-démocratie, je donne le libre arbitre aux Africains. Okay. Bien qu'on a détruit l'éducation des Africains, mais je leur donne le libre arbitre d'évaluer entre la démocratie et la présidence comme telle, et l'afro-démocratie, et peut-être l'union des tribus, de toutes les tribus du Congo, d'évaluer en quelque sorte quel est le modèle qui leur procure un avenir rassuré, un avenir serein. Ils sont libres de voir au travers ce que je suis en train de dire, ce que j'ai écrit, si cela leur procure de l'espoir ou pas. En ce moment, ils feront le choix sur le libre arbitre. C'est ça, donc on n'impose rien. C'est pas la dictature ici. Voilà, c'est l'intellectualisme. Mais Monsieur Clavis, en vous entendre parler, c'est comme si vous vous appuyez sur les idéologies de l'Alliance des États du Sahel. Est-ce que partagez-vous cette idéologie avec les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel? Voyez-vous, je dois être précis. Les États du Sahel ont été créés, peut-être, je crois bien, en 2023, disons-le après 2020. Mais j'ai conçu le concept de la faux-démocratie en 2020. Donc j'ai commencé la recherche en 2018, 2019 et en 2020, j'ai fait la première publication. Ça s'est fait à Paris, ça s'est fait en France. Voyez-vous? Et pendant cette période, nous étions évidemment en confinement. C'était la période du Covid et tout. C'est là où j'ai conçu le modèle afro-démocratique de la gouvernance des pays africains. Alors, dans ce modèle, j'ai évoqué le séparatisme des valeurs. Je ne vois pas le séparatisme des valeurs dans les États du Sahel. Ce n'est pas encore en place. Dans ce modèle, j'ajoute, j'ai évoqué la fermeture de la présidence. Je ne vois rien. Dans ce modèle afro-démocratique, je précise, j'ai aussi évoqué le retrait des pays africains, des organismes régionaux africains, tels que la CEDEAO, la CEMAC et tout. Ça, ce sont des organismes de contrôle des pays africains, dans le sens que s'ils échappent au contrôle coloniste au niveau de leur pays, on va le rattraper au niveau des institutions régionales. Et si là-bas aussi, ils nous échappent, on va les rattraper au niveau de l'unité africaine, donc à Addis Abeba. Donc j'ai essayé un peu de lancer mon regard au-delà des réalités et j'ai dit, pour un pays africain, d'être aussi libre dans ses engagements et dans sa détermination, il faudrait que ce pays-là puisse se retirer des organismes régionaux africains. Évidemment, ils se sont retirés de la CEDEAO. Mais qui l'a écrit? Je l'ai écrit en 2020. Je l'ai écrit en 2020. Donc, ce n'est pas le fait qu'on ne pose pas la candidature à la présidence ou bien on n'est pas les députés. Voilà, sinon on a déjà posé une fondation. Vous avez parfaitement raison. Oui. S'il vous plaît, est-ce que, en parlant de l'AS, quelle est votre analyse par rapport aux réactions des dirigeants de l'AS et que suggérez-vous auprès de ces dirigeants pour le maintien de cette alliance? Voyez-vous, c'est dans cette allure que je venais en répondant à votre question, évidemment. Donc, l'AS a bien commencé. Or, finalement, là, c'est une partie de mon livre prochain. Mais puisque vous avez posé une question, je suis obligé de vous répondre. Voilà. Donc, l'AS a bien commencé. Tout d'abord, j'apprécie ces coups d'État. Il ne faudrait pas m'interpréter d'une mauvaise manière. J'apprécie les coups d'État qui ont été effectués dans ce pays. Mais la démocratie ne favorise pas les coups d'État. Il n'y a pas la démocratie en Afrique. Il n'y a pas la démocratie
en Afrique. Et je dois aussi le préciser, les pays africains organisent les élections seulement quand cela est favorable à la volonté coloniale. Il faut voir tout autour. Quand un leader arrive à partir d'un coup d'État, si c'est un coup d'État colonial, en ce moment-là, on lui donne 5 ans de transition, 7 ans de transition. Tout ça, c'est pour préparer toutes les machines électorales et tout. Et voilà, favoriser la fraude. Et avant qu'on le sache, même si le peuple n'est pas content de lui, parce que c'est un putschiste colonial qui a fait un coup d'État colonial, donc du pillage du pays, même si le peuple n'est pas d'accord avec lui, mais puisqu'il a été donné, il a reçu une transition de 5, 7 ans, certains, voilà, il a préparé toute la machine de la fraude et finalement il gagne les élections. Voyez-vous, en ce contexte-là, ça je dois le préciser, le référendum est organisé seulement quand cela favorise le colon. Donc, on nous parle du référendum, mais comment peut-on changer un ordre? Là maintenant je parle des ordres. L'afro-démocratie est un ordre sociopolitique. La démocratie comme telle, la démocratie fabriquée en Afrique, est aussi un ordre, mais un ordre colonial comme tel. Alors, comment peut-on changer les allures, les progrès d'un tel ordre colonial qu'on est en train de fabriquer sous forme d'une démocratie, tout en sachant que cet ordre nous a été imposé par la force, par des coups d'État. Voyez-vous? Il faut une idéologie pour déloger une idéologie existante et dérangeante peut-être. Il faut un coup d'État pour déloger un ordre qui nous a été imposé par un coup d'État. C'est la logique. C'est scientifique, c'est mathématique. Il n'y a pas de magie là-dedans. Le coup d'État au Mali, c'était nécessaire parce que l'ordre qui était là était une imposition par un coup d'État. La même chose avec le Burkina Faso et le Niger. Sauf que ces coups d'État ne sont pas encore à leur perfection. Il n'y a pas encore l'espoir pour le Mali. Il n'y a pas encore l'espoir pour le Burkina Faso. Il n'y a pas encore l'espoir pour le Niger. Ce qui fait qu'il n'y a pas encore l'espoir pour les États de l'AES. Ça, il faut être clair dedans. Quoi que ces leaders pourront faire, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Général Tchad, quoi qu'ils pourront faire dans cette alliance, je dis, aussi vrai qu'il y a un facteur du country system quelque part dans le pays, ces leaders-là, je ne le souhaite pas, mais le malheur n'est pas si loin. Alors on peut se poser la question, si aujourd'hui, on ne le souhaite pas, mais si aujourd'hui, l'un de ces leaders de l'AES est supprimé. Si aujourd'hui, l'un de ces leaders est victime d'une attaque, d'un attentat colonial de cette matière, et que ce leader finalement est remplacé par un autre qui favorise la volonté coloniale, à partir de là, on peut voir que c'est la fin de l'AES. Mais qu'est-ce que vous suggérez en fond que l'AES pour se maintenir d'une manière Mais il faut retourner le pouvoir aux ayants droit. Ça, c'est le moment. Mais quels sont ces ayants droit? Mais ce sont les peuples comme tels. Je dis les peuples, pas le peuple. Faudrait que je sois précis. Je dis les peuples, pas le peuple. Donc, je fais référence à des diversités culturelles, ethniques, des peuples, je dis bien des peuples du Mali, des peuples du Burkina Faso, des peuples du Niger. Il faut procéder au séparatisme des valeurs. Donc c'est l'occasion à ces peuples-là de enfin recevoir le pouvoir qui leur a été volé pendant le colonialisme. Donc ces leaders qui sont là ne doivent pas maintenir cette position à la présidence. J'ai déjà dit que la présidence est un trou noir contre le progrès de l'homme noir, qu'on le veut ou pas. Quel que soit ce qu'on achève, quel que soit ce qu'on réalise, que le président Ibrahim le veuille ou pas, dans le pays du Burkina Faso, il y a toujours un groupe quelque part, il y a un individu quelque part qui le hait, qui ne l'aime pas, qui est capable de prendre ses deals et puis de venir après lui. Ce ne sont pas ces œuvres qui vont changer les mentalités de ces gens-là.
Pourquoi? Parce que dernièrement, on a expliqué que le fait qu'il y a une différence culturelle, alors l'un est comme un étranger envers l'autre. Donc qu'on le veut ou pas, le patriotisme au nom de la République, au nom du pays comme tel que j'ai appelé le rêve du colon, est une fausseté. On ne peut pas s'unir dans le contexte de la République. C'est impossible. On ne peut pas. Alors dans ce cas, cette alliance est basée sur une instabilité culturelle, sociale, selon que il nous faut le séparatisme des valeurs pour commencer l'union de ces peuples dès la fondation, dès les racines, afin que cette alliance soit solide. En cela, je dois dire, il faut fermer les présidences. Donc ces leaders de l'AES pensent à une autre structure, que même après notre départ, on doit laisser un système qui servira le peuple de l'AES maintenant et pour toujours. C'est ça la raison. Selon M. Clavis, c'est la présidence qui est en train de pénaliser l'avancement des Africains. Évidemment, je l'ai assez dit. La présidence, c'est ça le danger de l'Africain. Et non le fait d'avoir rencontré la France. Ça, c'est une distraction intellectuelle par Aimé Césaire. Voyez-vous, le colon a une base dans le pays africain. Et cette base, c'est la présidence, évidemment. C'est la raison pour laquelle on ne veut pas laisser n'importe qui prendre le pouvoir. On doit mettre quelqu'un qu'on peut contrôler pour rassurer leur base. Quand ils ont besoin du pétrole, ils vont passer par la présidence. Quand ils veulent maltraiter la jeunesse africaine, ils passent par la présidence. Et quelle est la différence entre la démocratie et le colonialisme? Il n'y a pas de différence. La démocratie, c'est le colonialisme déguisé. Donc tout se passe par la présidence. Quelle différence faites-vous entre la démocratie et l'afro-démocratie? L'afro-démocratie est réfléchie de l'Africain. Je suis là, je suis noir, je suis africain. J'ai pensé sur l'afro-démocratie et je n'ai pas de parti pris, sinon que la défense des intérêts des Africains. Je ne suis pas un policier comme tel, je ne suis pas dans un gouvernement pour dire que voilà, il faut servir le colon qui nous a donné l'opportunité d'être dans le gouvernement. Je suis ce que je suis, indépendant comme tel. Donc dans ma pensée, je n'ai pas de parti pris. Parce que même dans mes livres, j'ai souvent dédié mes contenus à la femme africaine, à la mère africaine. La femme africaine a tant souffert à cause de ces bêtises politiques, à cause de ces démocraties aventurières qui n'ont pas de terrain ni de fondement. La femme africaine, nos mamans ont souffert tant. Là à l'Est, on ne peut que parler de femmes violées et non des hommes violés. Mais qui crée ce désordre? Ce sont ces hommes. On est des hommes. Jusqu'on va continuer à voir ces mamans-là souffrir. Un bon matin, on les brutalise. Ils prennent leur matelas, ils prennent leurs sacs, ils prennent leurs enfants au dos. Voilà, c'est la fuite. Jusqu'où? C'est ça la raison. Donc l'afro-démocratie, pour répondre à votre question, est réfléchie d'un noir que je suis moi là. Mon cerveau n'est pas corrompu. Mais la démocratie, je n'ai pas de temps à perdre là-dessus parce que c'est une fabrication idéologique coloniale. Ça n'existe pas. Donc je n'ai pas même de crédit à donner à cette idéologie. Merci, M. Clavis. La démocratie n'existe pas. C'est une fausseté. On va en revenir parce que c'est ça vraiment notre thématique de base. Mais permettez-moi de profiter de parler un peu, d'ouvrir un peu cette parenthèse parce que vous avez parlé de l'Est du Congo. Monsieur Clavis, quelle est votre perspective et solution pour l'infiltration rwandaise en RDC, la République démocratique du Congo? L'infiltration rwandaise, c'est une infiltration violente. Alors, je suis d'avis qu'une telle infiltration ne peut se résoudre par le dialogue. On n'a pas ce temps de parler du dialogue. On est bantou. On a nos traditions à nous. On dit que pour qu'un voleur puisse entrer chez vous... Mais la force des Bantous, c'est aussi le dialogue. Non, j'arrive. Pour qu'un voleur puisse entrer chez vous, il faudrait qu'il y ait quelqu'un de l'intérieur qui aurait ouvert la porte. Ça, ce sont nos proverbes bantous qu'on connaît depuis toujours. Pour que le Rwanda puisse entrer, il y a eu quelqu'un de l'intérieur qui a ouvert la porte. Et cette porte a été ouverte d'une manière à affaiblir les armées. Voilà, voyez-vous. Alors,
nous sommes ici, nous sommes face à une infiltration, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Brazzaville, les deux Congos sous une infiltration sévère que, voyez-vous, je prends le contexte du Congo-Brazzaville avant d'aller à l'Est. Nous avons une ethnie, les counter-systems, une ethnie Mboshi, qui est au pouvoir et qui favorise l'arrivée des Rwandais dans le pays. Quelle imprudence! Aujourd'hui, les Mboshi comme tels sont un counter-system, comme je l'ai expliqué dernièrement. Ils sont un counter-system envers les Congos, envers les sudistes, envers ceux qui ne sont pas Mboshi, d'une manière générale. Ils sont là en train de régner en maître que le pouvoir nous appartient. Voilà. Ils sont un contre-système. Donc, on peut les utiliser pour déstabiliser les peuples originaires. Vous avez vraiment des preuves? Oh, mais ça, c'est logique. Nous avons eu la guerre de 1997. Quelle est la tribu, quelle est l'ethnie qui est à l'origine? Mais pourquoi la guerre de 1997 a éclaté? C'est parce que l'Issouba au pouvoir a imposé des prix préférentiels du pétrole. Ça, c'est l'intérêt du peuple. Quel est le peuple qui n'était pas d'accord avec ça? Et voilà, c'est une ethnie qui arrive. Bon, c'est une guerre civile. Avec toutes ces raisons qu'on a avancées, que voilà. Non, soyons clairs. La France n'était plus capable de voler le pétrole comme tel. Alors, il fallait utiliser les contre-systèmes pour déstabiliser le peuple autochtone. C'est tout simple. Le cas de Laurent Désiré Kabila, il est au pouvoir. Il prend le contrôle des ressources minières. Voilà, tous ces ennemis extérieurs n'étaient plus à mesure de contrôler. Il fallait utiliser le counter-system, donc la présence rwandaise, pour le liquider. C'est aussi simple que ça. Donc, les counter-systems, les preuves sont multiples au travers de l'Afrique. Ça, c'est clair. Alors, nous y sommes. On prend ce contexte du Rwanda, au Congo-Brazzaville, favorisé par les Mboshi qui sont les counter-systems, sous-entendu que voilà, on est en train de rendre la tâche difficile au Congo, les natives, excusez-moi du terme anglais, les originaires des terres africaines, des terres congolaises. Dans leurs esprits, ils peuvent se dire que voilà, on leur rend la tâche difficile. Ils ont la présence rwandaise là-bas, ils peuvent se dire ça. Mais ici, je vais répondre à de telles pensées, à de tels raisonnements, dans le sens que ce Rwanda aujourd'hui au sud, si on n'est pas prudent de les dégager de ces terres le plus vite possible, du jour au lendemain, ce Rwanda deviendra les contre-systèmes même envers les Mboshi. Ce Rwanda deviendra les contre-systèmes même envers les Mboshi. Ça a été démontré à Kinshasa. On parle de Joseph Kabila étant un Rwandais. Il est là, voilà. Tous ceux qui l'ont soutenu, ils pouvaient être des Swahili et tout. Oh, voilà. Mais quand il se levait, est-ce que cette machine rwandaise à Kinshasa pouvait distinguer que celui-ci est Swahili, celui-ci est Luba? Non! Tous ceux qui se levaient contre cette machine rwandaise à Kinshasa étaient assassinés. Que vous soyez Swahili, que vous soyez Luba, du moment où vous vous levez contre une telle machine rwandaise à Kinshasa, vous êtes assassinés. Donc, cette présence rwandaise au Congo-Brazzaville, aujourd'hui, cela peut paraître que voilà, ils sont au sud. Oh, voilà, on peut le mettre encore quelque part. Nous sommes au pouvoir, nous sommes Mboshi. Je n'ai pas de haine contre eux, mais je suis en train de parler dans une prudence donnée. Prenez-moi dans un sens de neutralité. Parce que de ma bouche sortent des expressions qui peuvent chicoter qui que ce soit dans mon chemin. Voyez-vous, que vous soyez du sud, que vous soyez du nord, de ma bouche sortent des expressions qui ne protègent personne, surtout si vous avez des expressions divisionnistes, que vous soyez du sud ou que vous soyez du nord. Si vous voyez le contexte de l'afro-démocratie, il n'y a rien de division, sauf le séparatisme des valeurs pour éviter des conflits. Donc, je voudrais dire ceci, que la présence rwandaise, au bout d'un certain temps, deviendra les contre-systèmes contre les Mboshi qui les ont emmenés. Sauf que ça deviendra un double contre-système pour les Congos qui sont déjà sous les contre-systèmes Mboshi.
J'espère que vous comprenez un peu mon expression. Ok. Donc, il y a un contre-système qui emmène des étrangers dans le pays. Ok. Et on le place au sud du Congo. Voyez-vous? Mais avec le temps, cette présence rwandaise deviendra un contre-système pour les Congos et pour les Mboshi qui les ont emmenés. C'est ça la réalité. Il n'y aura pas que voilà, vous nous avez emmenés et vous serez épargnés. Un Mboshi qui ouvrira sa bouche contre cette présence rwandaise, quand ils auront le contrôle, ce Mboshi-là sera assassiné. C'est ce que je vais dire. Donc, on doit voir les choses pas au-delà de la limite. Il faut voir ça au-delà des rideaux que nous avons devant nous, des politiques malades, médiocres de nos pays africains. C'est ça la réalité. Ok, vous me permettrez de vous poser cette question, qui me revient en tête. Quel rapport faites-vous entre l'ex-président Joseph Kabila et l'actuel président Denis Sassou Nguesso par rapport en termes de gouvernance? Voyez-vous, il y a trop à dire, sinon que pour répondre à votre question précédente sur l'infiltration rwandaise, je n'ai pas touché ce point avant de répondre à cette question actuelle. L'infiltration rwandaise doit être arrêtée dans le sens que c'est une infiltration militaire. Il nous faut le militarisme pour arrêter une telle infiltration. Ce n'est pas par le dialogue, ce n'est pas par le référendum, ce n'est pas par des rencontres médiocres, je peux dire, tel que ça se passe actuellement. Je crois que c'est au Qatar que Kagame a rencontré Tshisekedi. Ça y est dans les news aujourd'hui. Ça, c'est des manipulations. Si vraiment, je pense que si vraiment on considère la femme africaine, la femme congolaise qui souffre tant avec ses enfants, si vraiment on considère cela, qu'on arrête toutes ces distractions, soyons honnêtes, qu'on arrête ces distractions. L'infiltration rwandaise doit être arrêtée par une machine militaire congolaise, comme je l'avais dit tout au début, un militaire révolutionnaire, plus qu'un certain Laurent Kabila, pour faire face, pour être à la hauteur d'une telle infiltration coloniale et militaire. Mais il doit toujours être ciblé. Ah, mais c'est de là où je parle de l'afro-démocratie, qu'ils rentrent et qui sont tous des vrais fils du pays. L'afro-démocratie, c'est une transition qui peut se faire au bout de 100 jours. L'idéologie de l'afro-démocratie peut s'appliquer dans le pays au bout de 100 jours, voire au bout d'une année. En tant que militaire qui connaît le risque et les enjeux politiques, militaires, dont sa vie est peut-être ciblée, il saura comment s'entourer. Il saura comment le faire. Donc, je suis toujours certain qu'il y a un héros quelque part que je ne connais pas, qui entendra ce message et qui entendra cet appel au-dedans de lui et qui aura toute cette énergie de l'universel pour faire ce coup d'État ou encore un changement militaire brusque. Je ne parle pas de tuer des gens. Okay. On a fait des coups d'État au Mali, on n'a pas tué le président. Voyez-vous? Okay. Ce n'est que le coup d'État colonial qui tend à tuer le leader qui est en place. Mais le coup d'État révolutionnaire ne pense pas à tuer le leader en place. Il faut faire cette différence. Ça, ce sont des contenus de mon prochain livre que je suis en train de dévoiler. Voyons, il faut me laisser quand même quelques mots. Je dois les mettre dans le livre. Je ne dois pas tout dire ici. Donc, on a deux types de coups d'État, si je dois être précis. On a un coup d'État révolutionnaire et un coup d'État colonial. Le coup d'État colonial, évidemment, c'est le coup d'État de 1997 avec Sassou Souba. C'est le coup d'État entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. C'est le coup d'État contre Laurent Désiré Kabila. Ça, ce sont des coups d'État coloniaux, clairs. Mais il y a aussi des coups d'État révolutionnaires, comme celui, voilà, d'Ibrahim Traoré, d'Assimi Goïta. Mais toutefois, ce n'est pas à la perfection. Ils ont encore du chemin à faire. Ils doivent penser à l'après-eux. C'est-à-dire, s'ils ne sont plus là, est-ce que l'AES va continuer d'exister? Voyez-vous, c'est ce à quoi ils doivent penser. Si on est parti, est-ce que ce peuple-ci restera libre? Alors, pour mieux répondre à ça, voilà, j'essaie un peu de mélanger les choses, je suis désolé. C'est quand même important pour l'AES, parce qu'il ne faudrait pas peur de cet élan. C'est ça mon souci. Donc, ils doivent penser qu'avant eux, qu'est-ce que retenait le peuple comme prisonnier? Qu'est-ce que retenait le peuple malien, burkinabé, nigérien comme prisonnier? Évidemment, c'était la présidence qui était sous le leadership d'un pion en faveur du colonialisme. Alors, si eux, ils ne sont plus là,
Qu'est-ce qui leur garantit qu'un tel personnage en faveur du colonialisme ne prendra pas le pouvoir un jour? Qu'est-ce qui leur garantit cela? C'est ça la question que Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Général Tchani devraient se poser. C'est ça. Et en ce moment-là, ils sauront quelle direction prendre. Il faut l'afro-démocratie, le séparatisme des valeurs. Alors, votre dernière question, vous allez m'excuser, c'était la différence entre le leadership de Joseph Kabila... de l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, et l'actuel président Denis Sassou Nguesso. Oh, voyez-vous, au fond, il n'y a pas de différence. L'arrivée de Joseph Kabila symbolise le contre-système. L'arrivée de Sassou Nguesso symbolise aussi les contre-systèmes. Donc, au fond, il n'y a pas la différence. Il y a une tribu minoritaire qui a été soutenue par l'ennemi extérieur pour prendre le pouvoir à la présidence parce que c'est la présidence qui fait la force du colonialisme dans le pays. Donc, au fond, il n'y a pas de différence. Alors, s'il faut parler du leadership... les contre-systèmes restent les contre-systèmes. Les contre-systèmes est établi contre le peuple, contre la majorité. Alors on peut tout voir. Comment Joseph Kabila a détruit le pays. Comment le leadership de Sassou aussi a détruit le Congo. J'étais surpris d'entendre parler des taxes de solidarité. Oh, voyons. Je n'ai pas réagi là-dessus. Pas même un commentaire sur YouTube, sur quoi. Je n'ai rien fait parce que j'étais choqué. La taxe de solidarité imposé à un peuple qui dort affamé. Avant même de l'annoncer, il fallait quand même penser deux fois. Il y a autant de mal, mais cette question de la taxe, il fallait quand même penser deux fois. Il faut quand même considérer la souffrance de la femme congolaise. Ça fait mal, c'est sérieux. Il faut quand même penser à cela. C'est ça la réalité. En termes de leadership, entre Sassou Nguesso et Joseph Kabila, en mathématiques, on dit X égale Y. C'est la même chose. C'est la même chose. Je m'arrête par là. Je ne vais pas trop parler en termes de mathématiques. Ok, merci. C'est la même chose. Merci, monsieur Clavis. S'il vous plaît, monsieur Clavis, que voulez-vous dire par séparatisme des valeurs? Par le séparatisme des valeurs, c'est même ça, le départ d'une marche vers la fin des conflits ethniques. Par le séparatisme des valeurs, c'est même ça la marche vers l'affaiblissement du colonialisme. Voyez-vous, on ne peut pas parler de liberté, on ne peut pas parler de développement en Afrique si on n'affaiblit pas le facteur qui nous empêche la liberté, si on n'affaiblit pas le facteur qui nous appauvrit. Ce qui nous appauvrit, c'est l'idéologie coloniale, aujourd'hui transformée par la fausse démocratie et qui, évidemment, est arrosée dans le palais de la présidence. Cette idéologie, c'est ça la machine destructrice, c'est ça le malheur du Congolais, que ce soit de Brazzaville ou de Kinshasa. Alors, si vraiment on veut évoluer dans ce contexte de liberté, il nous faut procéder par l'affaiblissement de l'idéologie coloniale. Et comment l'affaiblir? C'est simple. Quand l'idéologie coloniale nous a été imposée, on a pris nos valeurs, voilà, on a centralisé toutes nos formes de liberté dans la présidence. C'est la raison pour laquelle on nous empêche d'être tribal. Mais pourtant, le président de la République lui-même, partout en Afrique, est toujours tribal. Quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! Alors, la logique est que, pour affaiblir une telle idéologie, il faut donc retourner les cultures, disons-le, le monopole, disons-le, ou encore l'autonomie. Il faut penser à l'autonomie de ces diversités culturelles qui existaient bien avant dans nos pays. C'est par là que je parle du séparatisme des valeurs. S'il faut parler du séparatisme des valeurs, je veux donc dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un leader issu d'une tribu donnée et d'être à la tête des restes des tribus. Il est étranger au regard des autres tribus, qu'on le veut ou pas. Alors, une fois que cette personne est placée à la tête, avec cette
profondeur de l'exclusionnisme tribal, c'est-à-dire il n'est pas le nôtre. Vous comprenez? C'est le chaos dans la société, c'est le chaos dans le pays. Justement. Alors, le séparatisme des valeurs, c'est un appel à l'autonomie des tribus, des ethnies dans le pays, dans le sens que le Congo doit se prendre en charge, les Luba doivent se prendre en charge, les Swahili doivent se prendre en charge, voilà, les Mboshi dans les contextes de Brazzaville, les Téké et tout. En ce moment, personne ne peut blâmer l'autre. Et si on n'a pas la raison de blâmer l'un ou l'autre, finalement l'ennemi extérieur n'aura pas de base pour nous créer des conflits entre nous. C'est ça la raison. Donc il faut écarter le facteur qui nous divise, qui nous soumet à la volonté coloniale. Mais c'est Clavis, nous avons une idéologie en Afrique. Ah oui, laquelle? Nous avons une idéologie démocratique en Afrique. Oh, la démocratie n'existe pas. Comment implanter cette nouvelle idéologie? Croyez-vous que les dirigeants africains accepteront avec facilité cette nouvelle idéologie? Alors, si je prends bien votre allure de questionnement, vous parlez de l'afro-démocratie. Alors, évidemment, l'afro-démocratie, comme je l'ai dit dernièrement, c'est une chicote contre le colonialisme. Je dis bien une chicote. Oh, voyons. Dans l'histoire, on a chicoté nos arrière-parents sous le colonialisme. Alors pourquoi pas penser à une idéologie qui serait aussi une chicote contre la chicote qui a chicoté nos parents dans le passé? C'est simple que ça. Alors, si ce président est au service du colonialisme, je réalise que ça sera difficile pour lui de céder. Il va maintenir cette position parce qu'il est noir de peau, mais non noir de l'intérieur. Mais si c'est un leader qui est au service des peuples, ayant évalué les avantages de l'afro-démocratie, je pense qu'un tel leader va se résoudre de choisir l'idéologie de l'afro-démocratie, c'est-à-dire une idéologie anticoloniale. Alors, dans le contexte de ces leaders... Juste un instant. Quelque part, l'afro-démocratie, c'est comme si c'était une chasse au diable. Non. L'afro-démocratie n'est pas une chasse au diable. Je vais prendre le contexte des Mboshi aujourd'hui au Congo. Tout le monde hait les Mboshi. Bon, pas tout le monde, mais la majorité, vraiment, on peut voir comment le pays est saccagé sous le leadership des Mboshi. Mais je dois aussi considérer que parmi ces Mboshi, il y en a ceux qui souffrent. Ce ne sont pas tous les Mboshi qui ont des comptes aux pays étrangers. Donc, il y en a aussi ces Mboshi qui souffrent, qui sont aussi en train d'appeler tout au fond d'eux de la libération de leur ethnie. Ils sont autant bien les Congos, les sudistes le font et les autres. Il y a aussi certains Mboshi qui sont là, mais voyons, on veut une certaine liberté. Tout comme aussi au Rwanda. Il y a ces Rwandais qui sont là, qui prient d'être libérés de la présence de Kagame. Ce n'est pas tout le monde qui l'aime là-bas. Parce que Kagame donne une mauvaise image des Rwandais comme étant des assassins. Voyez-vous? Ça, c'est la réalité. Alors, l'afro-démocratie n'est pas une chasse au diable. Non. L'afro-démocratie est une idéologie inclusive. Tandis que la démocratie comme telle est exclusive. Quand on parle de la démocratie aujourd'hui, s'il faut demander est-ce qu'il y a la démocratie au Congo? Je prends le contexte du Congo-Kinshasa. S'il faut demander les Luba, ils diront qu'il y a la démocratie. Je vais mourir pour ce monsieur-là. Ah, comment? Il y a la démocratie, voilà. Mais s'il faut poser cette question à un gars là, de l'Équateur quelque part là-bas, il dira qu'il n'y a pas la démocratie. C'est ça la raison. Donc on veut inclure tout le monde, tandis que la démocratie exclut. Donc, dans le contexte de l'afro-démocratie, tout le monde va se retrouver. Personne ne perdra le pouvoir, personne ne va gagner le pouvoir, mais chacun de nous va conserver son pouvoir selon ses origines ethniques, tribales. Je dois encore le préciser, la tribu comme telle ou encore le tribalisme n'est pas une contre-valeur. Donc, c'est ça la réalité. L'Mboshi, ce n'est pas une chasse au diable après. Ce n'est pas dans ces contextes-là. Ce sont des citoyens, mais sauf qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un ressortissant d'une tribu donnée, d'une ethnie donnée, d'être à la tête des restes. Le sentiment d'exclusion tribale est très fort. Et c'est ce qui nous crée des problèmes. C'est-à-dire, il y a un groupe qui est délaissé et il y a les autres qui se croient être des meilleurs citoyens. Ça, c'est la division. C'est ça le conflit. Mais connaissant la mentalité du peuple africain,
Croyez-vous que les Africains vous accompagneront dans cette vision? Je dois être précis, dans le sens que s'il s'agit de ces Africains qui souffrent tant dans leur pays, qui vont sous la vague de l'immigration, au travers des déserts, au travers des forêts, au travers de la Méditerranée, et dont certains sont noyés, et qui se retrouvent en Europe, souffrent de toute manière on ne peut pas aller vite en besoin. Parce qu'il y a des questions que je dois encore poser sur ça. Ok, voilà, donc j'arrive petit à petit dans le sens que africain. Voilà, donc si ce peuple-là est conscient de leur souffrance, alors ils seront tentés de voir ce qui est inclus dans l'afro-démocratie. Qu'est-ce que l'afro-démocratie nous propose? Je l'ai dit au début, je suis ici en train de m'exprimer tout en donnant l'occasion du libre arbitre à tous ceux qui m'entendent. Donc vous êtes libre de juger est-ce que cette idéologie nous couvre tous et garantit notre futur. Si c'est le cas, alors allez de l'avant avec. Si ce n'est pas le cas, vous êtes libre. Mais je suis sûr et certain, étant donné que dans le concept de l'afro-démocratie, je n'ai pas de parti pris, je ne cherche pas le leadership, je ne veux pas être à la tête d'un groupe, je suis en train de parler pour le bien des peuples africains, tout en étant inclus parmi ce peuple-là. Donc je ne présente pas ma personnalité comme étant un leader d'un groupe. Non, je suis parmi ce peuple-là que je voudrais être libre dans ce sens-là. Voyez-vous? Donc, en arrivant à ce point, je suis sûr et certain que la jeunesse africaine va soutenir ceci. Vraiment, M. Clavis, l'afro-démocratie, démocratie, c'est tellement profond. Est-ce que, en tant que scientifique, comment pouvez-vous prouver aux Africains d'une manière scientifique comment asseoir l'afro-démocratie en Afrique? Alors, d'une manière scientifique. Vous parlez de prouver d'une manière scientifique. Oui. Quand on fait une preuve, il y a toujours des démonstrations en tant que scientifique. Alors, est-ce qu'on peut trouver au moins un tableau pour essayer un peu de démontrer quelque chose aux Africains? Monsieur Clavis, à vous entendre parler de l'afro-démocratie, moi je pense que c'est une thématique tellement profonde et complexe. Comment pouvez-vous, d'une manière un peu scientifique, démontrer, prouver aux Africains comment faire asseoir l'afro-démocratie en Afrique? Bien, vous parlez d'une thématique complexe, évidemment. Il fallait penser à une idéologie complexe pour l'ennemi extérieur, mais simplifiée pour les autochtones, en considérant le paysage socio-culturel de nos territoires, de nos tribus. C'est ça la réalité. Exactement. Donc, je ne vois pas exactement comme tel quelque chose de compliqué parce que l'Africain est habitué à ce qui est compliqué. C'est vrai que c'est pas humain. On veut donc donner de la valeur à l'Africain. C'est la raison pour laquelle je pensais à une structure complexe où l'ennemi n'aura pas d'entrée. Donc, ce n'est pas comme sous une démocratie où juste un coup d'appel, voilà, j'ai besoin d'1 million et voilà, c'est 1 million qui arrive, tandis que le peuple est affamé. Ça, c'est trop simple. Donc, il fallait penser à une structure complexe pour essayer un peu d'arrêter ce genre de facilité. Alors, on parle de l'afro-démocratie. J'ai compris qu'il y avait l'urgence au moins de démontrer quelque chose. Nous avons le pays africain. Ici, nous avons le Congo. C'est mon pays de naissance, de toute façon. Nous avons 12 départements, ou encore 12 régions. Alors, dans le contexte de l'afro-démocratie, ces régions regroupent des peuples qui ont au moins des valeurs communes. C'est-à-dire, ils ont au moins une langue quelque part commune qui passe dans chaque département. Donc, je considère ces départements comme étant des nations parfaites et non la nation congolaise comme étant une nation comme telle. La nation dans le contexte de la République est une fausseté. Ça, c'est le rêve du colon. Nous avons des nations parfaites. Là, c'est le département. Qu'est-ce qui est écrit là
ok, là c'est un département, c'est une nation, nation. Finalement, nous avons 12 départements comme étant des nations parfaites. Il n'y a pas de distinction entre Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Nous sommes tous infiltrés par les Rwandais, de toute façon. Okay. Et là, nous avons la République démocratique du Congo. Nous avons ici, par couleur, c'est aussi bien... Ça représente des nations parfaites, telles qu'ici au Congo central, okay. Aussi bien qu'il y a des différents groupes, on peut bien voir que il y a des Tela, il y a des Lukala, il y a des Mwanda, il y a des Bazangungu et tout. Il y a des Boma. Voilà. Okay. Alors, ce qui est commun, c'est la langue Congo qui est parlée là. En ce moment-là, nous avons une nation. En ce moment, nous avons une nation. Mais la nation comme telle, la République démocratique du Congo, c'est le rêve du colon. C'est une fausseté. Parce que dans l'étendue de la République du Congo, on n'est pas un. On n'est pas commun en vision politique. Finalement, la nation comme telle, la République démocratique du Congo, est une fausseté. Voilà. Alors, je vais essayer un peu d'expliquer. Là, déjà, l'unité n'existe pas. L'unité n'existe pas. De toute façon, le pays comme tel, ça n'existe pas. Voilà. La République aussi n'a pas de place. La démocratie est un échec. Donc, comme tel. Ici, là, chacun cherche son intérêt. Voilà. Ouais, ok. Si je peux appuyer quelque chose là-dessus, on se rend compte que les Balouba sont au pouvoir. Ceux qui sont de Tchopo sont peut-être délaissés. Alors, qu'est-ce qui leur arrive à l'esprit ? Pour que nous puissions bénéficier de ce pays ici, la République démocratique du Congo, il faudrait qu'un ressortissant de Tchopo aussi prenne le pouvoir. Ceux je vais prendre de Lomé ou encore de Katanga diront aussi la même chose. Que pour que nous puissions bénéficier, comme les Balouba aujourd'hui, c'est eux partout, il faudrait qu'un ressortissant du Haut-Katanga aussi prenne le pouvoir. Finalement, nous avons 26 provinces ici. Chacun souhaite qu'un ressortissant de ces terres prenne le pouvoir. Donc, c'est une convergence autour de la présidence. Évidemment, tout le monde y vient avec des intentions de s'enrichir à une telle vitesse de la fausse démocratie. Vous comprenez? À une telle vitesse, on finira par créer une collision, un accident. Voyez-vous? Un tel fracas, et c'est la guerre civile. Voyez-vous? C'est la division totale. Alors, s'il faut parler de la fausse démocratie, comment peut-on procéder? On va prendre le contexte de la République démocratique du Congo. C'est le centre de l'Afrique, de toute façon. C'est le centre des énergies. Je vais essayer un peu de représenter la carte telle qu'elle est imprimée. Elle est trop petite. Voilà, juste une petite ressemblance de la carte. Nous avons des provinces partout, voilà. J'essaie juste de créer un peu... voilà, juste pour essayer un peu d'expliquer. Voilà, Kinshasa, quelque part là. Là, nous avons, je vais prendre le cas du Congo central. Congo central. Alors, on se rend compte que ici, nous avons aussi des groupes. Nous avons Baza Congo, Kimvula, tout ce qu'on connaît. C'est pareil avec les restes des provinces. Alors, dans le contexte de la fraude démocratie, je dois préciser que nous avons l'urgence d'établir deux administrations. Nous avons une administration nationale et une administration supranationale. Alors, qu'est-ce que je vais dire par là? Nous avons nationale comme administration et quelque part ici, nous avons l'administration supranationale. Ce sont des administrations. Des administrations. Alors, l'administration nationale et l'administration supranationale. Et tout au-dessus de l'administration supranationale, nous avons le porte-parole. Je m'arrête d'abord par là. Le porte-parole. Alors, dans le contexte de la fausse démocratie, on veut tout simplement mettre hors d'état de nuire tout ce qui n'a pas l'intérêt des peuples en général à cœur. On veut le mettre hors d'état de nuire. L'heure du pillage est terminée dans le contexte de la fausse démocratie. Alors, en parlant du concept de la fausse démocratie,
j'ai déjà expliqué que la République comme telle va de pair avec un pays. Alors, il faudrait que le pays puisse exister pour que la République ait un sens. Mais nous avons des pays qui n'existent pas, je l'ai démontré. Donc, la République n'a pas de sens. La constitution de la République, c'est le mensonge. La démocratie, c'est la fausseté. Ce sont des erreurs, des distractions politiques qui nous emmènent nulle part. La preuve est là, les peuples sont restés appauvris depuis les proclamations des fausses indépendances. Il n'y a pas l'indépendance parce qu'il n'y a pas un pays où on peut parler de l'indépendance comme telle. Voilà. Alors, nous sommes ici dans le contexte des pays et dans le concept de la faux démocratie, j'ai suggéré que la République, tellement que ça n'a pas de sens, doit être mise à l'écart et que l'union des tribus comme telle puisse prendre place. Pourquoi je parle de l'union des tribus? Parce que avant de parler de l'union des tribus, on aurait déjà parvenu au séparatisme des valeurs. Vous attendre, donc, on ne parlera plus de la République. Non, on n'a pas besoin de ça. La République, c'est le rêve du colon. C'est une fausseté. Mais ça n'a pas de sens chez nous en Afrique. Mais quel est le nom que vous allez tarcer? Je parle de l'union des tribus. Nous avons la tribu Congo, nous avons la tribu Luba, nous avons la tribu Swahili et tout. Je parle de l'union des tribus. Et si on veut, on peut appeler ça les tribus unies du Congo. Si vous voulez, on peut l'appeler ainsi. Les tribus unies du Congo. Donc, nous sommes des tribus, nous sommes unis, nous sommes dans le Congo. Alors, nous sommes des tribus. Pourquoi on parle de l'union? Simplement parce que, au 1, on a d'abord parlé du séparatisme des valeurs. De 2, on parle de l'autonomie de chaque tribu. Ce qui aussi réfère à l'authenticité. Donc, les Congos se prennent en charge, ceux du Haut-Katanga se prennent en charge. Voilà, donc là, je parle de l'autonomie. Et en faisant référence à ces deux, nous avons donc des nations parfaites. C'est-à-dire, en tant que Luba, on est parfait dans sa nation quand on est dans la nation Luba. Parce que là, je suis entouré de gens avec lesquels j'ai les mêmes valeurs. Okay. C'est ça. Donc là, on parle de la nation parfaite. Voyez-vous? Donc, on commence d'abord par le séparatisme des valeurs. C'est là où je parlais de militaire qui doit prendre, voyez-vous, la relève. Et une fois qu'il aurait pris la relève, il procède par le séparatisme des valeurs. Voyez-vous? Après avoir séparé des valeurs, donc, on donne de la valeur à chaque nation. Donc, il n'y a aucune nation ou encore aucune tribu qui dépend de l'autre. Vous vous prenez en charge. Alors, en ce moment-là, nous parlons donc des nations. C'est là où nous sommes. De l'administration nationale. Donc, le Congo central aura une administration nationale, le Kasaï oriental, une administration nationale, Kasaï occidental, le Haut-Katanga, ainsi de suite. Okay. Chacune des provinces a une administration nationale. Voyez-vous? Ça, c'est une administration proche des peuples. Ce n'est pas ces administrations de la fausse démocratie qui est au sommet là-bas et le peuple souffre, même dans la ville capitale, avec des routes détruites, mais il y a une administration dans le pays. C'est la preuve que l'administration n'est pas proche des peuples. Okay. Mais en parlant d'ici, je dois donc parler que les Congo central, par exemple, a sa propre administration, une administration proche des peuples. Ainsi de suite dans chaque province. Okay. Donc, c'est là où nous parlons de l'administration nationale. Alors, nous sommes une union des tribus, une ancienne république. Nous sommes une union des tribus. Évidemment, on a des relations avec l'extérieur. Voyez-vous? Okay. On a aussi des intérêts communs, qu'on le veut ou pas. Tel que la défense, ça doit être un intérêt commun pour toute l'étendue des unions des tribus. Okay. Ça, c'est un intérêt commun. Alors, pour faire affaire avec ce qui est général ou encore avec ce qui est lié à l'extérieur, il nous faut une administration supranationale. Une administration supranationale, c'est-à-dire quand il y a vraiment des affaires diplomatiques, c'est cette administration ici qui s'en charge. On doit voir ce qu'il y a là-dedans. Est-ce que ça profite à l'intérêt général du peuple ou non?
Voyez-vous? Donc, j'ai proposé une administration nationale pour servir le peuple. Dès que le peuple a une douleur quelque part, il y a l'administration qui est là. Okay. Il ne faudrait pas que l'administration vienne des territoires des Louba, parce que le président était un Louba, pour arriver loin là-bas au nord. Mais quelque part ici dans l'administration nationale, oui. on voit ici, il y a des gouverneurs, non? Voilà. Là, c'est... Vous avez... évidemment, okay. On parle de l'union des tribus, c'est donc le fédéralisme afro-démocratique dont j'avais fait référence. Fédéralisme afro-démocratique. Je ne parle pas d'un fédéralisme selon les contextes occidentaux. Parce que là-bas, il y a un leader. La preuve est que nous avons un gouverneur du Congo central, nous avons un gouverneur de Haut-Katanga, et voilà. Ce gouverneur-là vient d'un groupe ethnique. Voyez-vous? Oui, ok. Il est évident que le reste des groupes ethniques ne sont pas servis à la même hauteur que sa propre ethnie. Okay. Ça, c'est logique. Donc, même si ce gouverneur, puisque j'ai pris l'exemple du Congo central, même si ce gouverneur venait de Mbanza-Ngungu, il est évident que ceux de Tchela, ceux de Kasangulu ne seront pas servis au même pied d'égalité que ceux de Mazangogo. Qu'on le veut ou pas. Ça, c'est dans le sang des Africains. Voilà. Alors, pour éviter cela, comme je l'ai dit, j'ouvre ma bouche, non pas parce que je suis en train de chercher une position d'autorité, je n'ai pas ce temps-là. L'autorité est là-dedans, sans sérieux. Okay. Donc je ne suis pas en train de chercher cette autorité-là. Mais ce que je veux, c'est que la mère africaine et son enfant, la mère congolaise, ait cette dignité qu'on a longtemps refusée. Ça fait quand même mal, voyez-vous. Donc ici, je ne parle pas d'un fédéralisme dans le contexte occidental, où il y aura un gouverneur. Ce poste-là est supprimé, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Alors, je prends l'exemple du Congo central. Nous avons en quelque sorte des groupes ethniques. Voilà, on parle de Kasangulu, tous ces territoires-là. Okay. Il faut former un conseil des leaders au Congo central. Okay. Alors, ce conseil des leaders sera constitué d'un représentant qui viendra de chaque territoire. Donc, un représentant qui viendra de Mbanza-Ngungu, un représentant qui viendra de Songololo, un représentant qui viendra de Sekembanza, un représentant qui viendra de Mwanda, ainsi de suite. Okay. S'il y a 12 territoires dedans, finalement, le conseil du leadership du Congo central sera représenté par 12 représentants, 12 ressortissants du Congo central. Okay. Alors, on ne va pas les choisir seulement comme ça. Okay. On va procéder par des élections. Donc, ceux de Mbanza-Ngungu auront leurs candidats, 2-3 candidats de Mbanza-Ngungu, et le ressortissant de Mbanza-Ngungu doivent voter qui va les représenter au conseil provincial. C'est ça la raison. Alors, nous avons donc un conseil de leadership ici, nous sommes dans l'administration nationale. Okay. Voyez-vous? Donc, nous avons un conseil. Prenons le cas qu'on a 12 territoires. Alors, nous avons ce conseil qui sera représenté par 12 leaders. Voyez-vous? Peut-être faudrait que j'aille sur... Nous avons donc ici, on parle de l'administration nationale, ok? Nous avons donc ici le conseil des représentants de la province, disons-le. Les conseils des représentants de la province. C'est juste un exemple. Tous ces représentants viennent des différents territoires de la province du Congo central. Donc, si on a 12 territoires, nous avons donc ici 12 membres. 12 membres. Ceux-là sont des leaders qui représentent chaque territoire. Vous avez un représentant que vous avez voté, qui est là, dans ce conseil du Congo central. En ce moment-là, ce conseil ayant été voté par les ressortissants du Congo central, ils peuvent maintenant procéder à nommer un gouvernement. Donc, ceux-ci auront le pouvoir législatif, exécutif, judiciaire. Ils auront ces 3 pouvoirs-là. Donc, en quelque sorte, ils représentent le gouverneur.
Sauf que le gouverneur, c'est le leadership de un, il y aura toujours une injustice quelque part. On ne veut pas de ça. Chaque ethnie doit être représentée. Voilà, donc, ils ont les 3 pouvoirs. Et à partir de là, ils créent des ministres. Nous avons ici des ministres. Voilà, on choisit des ministres critiques. Voyez-vous, des postes ministériels critiques. On n'a pas besoin des ministères juste pour collecter de l'argent. Ça, on n'a pas besoin de ça. Donc, nous sommes au niveau du Congo central. Nous avons ici un leadership qui s'assoit sous forme d'un conseil qui représente tous les territoires. Et ce conseil-là a les 3 pouvoirs. Et ces 3 pouvoirs-là, voilà, le conseil va créer un gouvernement provincial avec des postes ministériels clés. L'éducation, la police, la santé, la construction, le développement, l'économie provinciale. Voyez-vous, des postes clés, la pêche, l'élevage, tout ça. Ça, c'est le cas. Et en dessous, nous avons finalement le peuple du Congo central. Et peut-être aussi, nous avons l'électorat. Voilà. Donc, nous avons le peuple du Congo central qui sera servi par leurs ministres. Ces ministres qui ont été nommés par les représentants du conseil provincial, un tel conseil, qui représente tous les territoires du Congo central. Mais ces ministres ici-là, ils vont sortir des 12 membres ou comment? Non. Les 12 membres ici sont des leaders qui sont là. On ne peut pas être leader à la tête et aller servir le peuple à chaque fois. Voilà, donc, ceux-là ont été votés par le peuple, issus de chaque territoire. Et finalement, on veut maintenant constituer un gouvernement. Nous sommes tous des Congo central. Qui sont ces cadres? Qui sont ces Congos-là qui sont éduqués, mais qui ont été négligés sous la démocratie? Parce que la démocratie détruit les talents du Congo, les talents des Africains. C'est ça la démocratie. Il y a ces gens qui sont intelligents, mais une fois au pays, au Congo, Brazza ou encore au Congo-Kinshasa, quand vous n'êtes pas en faveur du gouvernement, on détruit votre talent. Tandis que ce sont des talents qui doivent servir la jeunesse africaine. Voyez-vous? Mais étant dans ce contexte ici, les talents seront valorisés. Et nous avons un conseil siégé par des leaders Congo qui ont été votés par les peuples du Congo central, donc de chaque territoire. Voyez-vous, ils sont là. Qu'on le veut ou pas, ils sont tous du Congo central. Ils ont une langue commune. Ils auront une vision politique commune. C'est ça la nation. En ce moment, ils vont voir autour d'eux qui sont ces enfants du Congo central éduqués, par exemple, capables de prendre le poste du ministère de l'Éducation. Voyez-vous? Non, on a quelqu'un là-bas, il est de Mwanda. Voyez-vous? Il peut faire l'affaire. Voilà, ce ressortissant du Congo central, capable de prendre la charge de la police provinciale, parce que la police doit être en fonction des nations parfaites comme telle. Donc, de chaque province doit avoir sa force de police. Voyez-vous? Alors, qui est ce compétent originaire du Congo central qui peut prendre le poste de police? Quelque part là-bas, en Banzangungu, on a un officier là-bas, voilà, il peut faire cette affaire. C'est ça, ils vont nommer ces ministres-là. Voyez-vous? Ils seront nommés. Ils seront nommés. Il y a une forte probabilité qu'ils vont faire bien leur travail parce que chacun est représenté ici. Chacun est représenté ici. Ça ne sera pas comme dans la démocratie que voilà, le président Mboshi, le ministre de la police Mboshi, voilà, quand il s'agit d'aller intervenir dans les territoires des Téké, on frappe les Téké, parce que ce ne sont pas des Mboshi. Ça ne sera pas le cas. Ici, ça ne sera pas le cas. Le ministre de la police fera son travail comme il faut. Parce que s'il faut aller à Mwanda et que lui, il est de Mbanzangungu, il ne va pas commettre de la bêtise là-bas en frappant les ressortissants de Mwanda. Parce que Mwanda est représenté par un leader ici. Ils sont sérieux. Il y a un leader là qui voit son... Voilà, c'est ça. Donc, on est comment? On est une nation, faisons le bon travail. C'est ce qui sera fait. Alors, nous avons ici le peuple, nous avons l'électorat. Donc, l'électorat, dans le sens que le peuple doit élire les leaders qui vont siéger ici. Ça, c'est l'administration nationale. Donc, en un mot, l'administration nationale, les peuples vont élire
le conseil provincial, et le conseil provincial va nommer les ministres pour servir ce peuple-là. Voyez-vous? Donc, dans chaque province, ça sera pareil. C'est le même mécanisme. Alors, il s'avère que là, nous sommes au service proche des peuples. Mais entre-temps, on a aussi des responsabilités à l'extérieur. On a aussi des responsabilités à l'extérieur du pays. Alors, comment parvenir à un tel service? Il faut maintenant penser à l'administration supranationale. Voyez-vous? Alors, je vais encore repartir à la page précédente. Une idée. Nous avons ici le peuple et le lectorat qui a élu ici les représentants du conseil provincial. Donc, en quelque sorte, le gouverneur, là, c'était une personne, mais là, c'est maintenant tous les territoires représentés. Donc, nous sommes un conseil. On décide ensemble sur l'avenir de la province. On contrôle les finances ensemble, on contrôle la sécurité ensemble, personne n'est délaissé. C'est ça la raison. Alors, on parle de l'administration supranationale. C'est-à-dire, maintenant, si nous avons 12 provinces, si nous avons, par exemple, 12 provinces, cela veut dire nous aurons 12 structures pareilles par province. C'est-à-dire ça, j'ai pris juste l'exemple à propos du Congo central. Donc le Kassai oriental fera autant, le Katanga fera autant, l'Équateur, Chopo, Maindombe, tout ça, ils feront autant. Pour leur peuple et pour un conseil des représentants de la province. Donc, pas des gouverneurs. On n'a pas besoin d'un tel aventurier qui sera à la tête et puis qui se croit, voilà, être au-dessus de tout le monde. On n'a pas besoin de ça. Chaque ethnie doit être représentée. Comme ça, il n'y aura personne qui va se plaindre. C'est ça. Alors, maintenant, là, nous sommes au niveau national, comme j'étais en train de l'expliquer. Au niveau national, c'est la nation parfaite. Le Haut-Katanga, disons-le, est une nation parfaite. Le Kassai oriental est une nation parfaite parce qu'il y a des peuples dans cette province qui sont communs en termes de culture, en termes de valeurs. Donc nous avons des nations. Dans le cas de la RDC, nous avons 26 nations parfaites. Et toutes ces nations sont des tribus. C'est là où j'ai parlé de l'union des tribus, donc les tribus unies du Congo, dans ce contexte-là. Alors, nous sommes donc d'accord avec l'administration nationale qui doit prendre en charge leur peuple. Maintenant, au niveau de l'intérêt général, tel que le cas où l'Est est attaqué, prenons un peu ce cas-là. Ça, c'est l'intérêt général. On dit que c'est tout ce territoire qui est attaqué. Alors, comment est-ce qu'on va s'en sortir là? C'est là où j'ai parlé de l'administration supranationale. Parce que ça concerne tout le monde. Alors, il faut maintenant voir l'administration supranationale. Vous comprenez que dans le mot supranational, il y a national qui est là. Supra, c'est en quelque sorte au-dessus des nations. Voyez-vous? Donc, nous avons des nations et ces nations ont une administration au-dessus d'elles. C'est ça la raison. Alors, en parlant de l'administration supranationale, ça, c'est ce qui représente l'intérêt commun ou encore général de toutes ces tribus. Là, j'ai pensé... on doit peut-être aller sur les pages. Là, j'ai pensé... nous parlons de l'administration supranationale. Ici, j'ai suggéré, pour l'intérêt de toutes ces tribus, le Conseil national de la justice. Pourquoi le Conseil national de la justice? Parce qu'il faudrait que la justice soit égale sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Donc, il faudrait qu'il y ait des cadres qui vont s'asseoir ici pour établir la justice commune sur toutes les nations, sur toutes ces tribus. Je pense au Conseil national de la défense. Pourquoi le Conseil national de la défense? Parce que on sait tous que quand on parle du ministre de la Défense, si le président est Louba, le ministre de la Défense est Louba. Le chef d'état-major est Louba. C'est la réalité.
Alors, finalement, les Louba se sentent en sécurité, mais les autres ne le sont pas. Alors, quand je parle du Conseil national de la défense, c'est donc un conseil qui sera siégé par un représentant, de chaque tribu, de chaque nation parfaite. Donc, le Congo central, par son peuple et son électorat, va élire un représentant au Conseil national de la défense. Voyez-vous? Donc, les représentants de la province du Congo central vont réunir tous ces officiers militaires de leur province. Et voilà, nous avons des généraux ici qui sont originaires du Congo central. Vous, les peuples, votez. Qui voudrez-vous être au Conseil national de la défense pour représenter le Congo central? En ce moment, le peuple du Congo central va voter un représentant. Ceux du Kassai oriental vont voter un représentant. Ceux du Kassai occidental feront tour au Katanga. Finalement, nous avons 26 provinces, le Conseil national de la défense, le Conseil national de la justice, donc l'administration supranationale, dans le contexte de la République démocratique du Congo, devra être siégée par 26 membres. Là. 26, là. 26, c'est-à-dire chaque province ou encore chaque nation parfaite a un représentant. Voyez-vous, j'ai aussi pensé au Conseil de la trésorerie nationale. Or, le Conseil de la trésorerie nationale. Tout à l'heure, j'ai dit que la fausse démocratie n'est pas une chasse au diable. Personne ne perd le pouvoir, personne ne le gagne, mais tout le monde le conserve. On va tous conserver le pouvoir. Donc ce n'est pas que parce que nous sommes d'une province pauvre, nous sommes dans le département pauvre et que la richesse se trouve au sud. Finalement, si on décide l'afro-démocratie, nous, en tant que peuple d'une province appauvrie, on ne va plus bénéficier du pétrole. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Pour répondre à une telle préoccupation, j'ai pensé au secrétariat national des affaires étrangères. Le secrétariat national des affaires étrangères. Il y a beaucoup à dire, hein? Le secrétariat national des affaires étrangères servira de relais entre ces multinationales étrangères qui voudront venir exploiter les richesses du Congo. Donc, ça aussi, c'est un conseil. C'est représenté par 26 membres. Aussi 26 membres. Évidemment, nous sommes à l'administration supranationale. Dans le cas du Congo-Brazzaville, nous avons 12 départements. Finalement, ça sera représenté par 12 membres. Voilà. Alors, nous avons ici le conseil... voilà, je parlais d'ici. On assume que c'est un groupe d'investisseurs qui viennent de l'étranger, français, chinois, coréens, russes, quoi que ce soit. Il n'y aura plus la préférence parce que c'est le Congo-Brazzaville, par exemple, il faut tout donner aux Français. Non. Si c'est un Allemand qui se présente, on donne ça à un Allemand pourvu que le service soit satisfaisant au peuple pour l'intérêt général. C'est ça la raison. Alors, dans le contexte de la présidence, on dira à Tshisekedi, écoutez, il faut donner ça aux Américains parce que si vous insistez, on vous tue. Mais dans le contexte de la fraude-démocratie où chaque province est indépendante et représentée par un conseil, personne ne viendra dire, voilà, vous nous donnez ça ou bien on va vous tuer. Vous allez tuer qui? Là, nous avons 26 membres. Ces 26 membres sont délégués par les peuples de chaque province. Et ces peuples-là sont dirigés par des conseils provinciaux. Vous allez tuer qui? Voyez-vous? C'est ça la dignité de l'homme noir. On ne veut plus voir ces leaders-là être fauchés par des balles parce qu'il y a eu un mercenaire, un certain Bob Denard qu'on appelait à l'époque, qui descendait en Afrique et puis qui tuait les... Non, 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 non. Ça, c'est fini. Alors, nous sommes ici, le secrétariat national des affaires étrangères. Nous avons des multinationales qui viennent, qui veulent peut-être exploiter le coltan au Congo. Ok, on fait des appels d'offres. Nous avons des Coréens, nous avons des... toutes, voilà. Ceux-ci vont recevoir tout cela. Ils vont notifier le Conseil national de la justice pour l'équité. Je pensais à l'intendance. L'intendance, c'est comme les yeux de chaque nation, de chaque province. Donc l'intendance aussi est siégée par 26 membres. Donc ceux-ci reçoivent les offres, ils vont notifier le Conseil national de la justice, ils vont notifier l'intendance, ils vont aussi notifier
le Conseil national de l'économie. Je pensais au Conseil national de l'économie dans l'administration supranationale parce qu'ils doivent évaluer toutes les zones économiques dans le pays. Où est-ce qu'il y a l'or? Où est-ce qu'il y a le diamant? Le Conseil national de l'économie, c'est ça son rôle. Nous avons de l'or, nous avons le pétrole, nous avons ceci. Voilà, on peut donc signifier au secrétaire national des affaires étrangères. Le secrétaire national des affaires étrangères peut faire appel à des offres. Et quand on reçoit ces offres-là, on notifie le Conseil national de la justice pour éviter la fraude. On notifie les intendances pour informer chaque province. Ils sont 26 ici. Chaque intendant va informer sa province. Que voilà, il y a 3 appels d'offres. Il y a l'offre des Français, il y a l'offre des Coréens, par exemple. Il y a l'offre des Chinois aussi. Donc, ces intendants-là vont informer leurs nations respectives, leurs provinces. Voyez-vous, en ce moment, pour la justice, le secrétariat national, voilà, va aussi informer ces nations-là, ces 26 provinces. Parce qu'ils sont représentés par 26 membres, de toute façon. Ils sont représentés par 26 membres. Donc, ils vont aussi informer. Donc, l'information sera claire à tout le monde. Il n'y aura rien caché dans la magouille avant qu'on le sache un bon matin. Les Chinois atterrissent dans votre village, on commence à déloger les gens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne se fera pas. Parce qu'il y aura l'information partout. Alors, une fois que les chefs, les conseils provinciaux seront informés, ils sont libres d'informer aussi leur peuple, chacun dans les provinces. Quand on a reçu 3 appels d'offres là-bas, il y a l'offre des Chinois, il y a l'offre des Coréens, il y a l'offre des Français par exemple. En ce moment-là, tous ces conseils provinciaux pourront se réunir. Ils pourront se réunir. Voilà, on a 3 offres ici. Qu'est-ce qui nous va mieux? Ceux du Haut-Katanga vont donner leur avis. Ceux du Congo central vont donner leur avis. Ceux de l'Équateur vont donner leur avis, ainsi de suite. En ce moment, ils vont tous parvenir à un deal qui sert au mieux l'intérêt général des peuples, voyez-vous. Alors, une fois que ce deal est arrêté, on pourra donc retourner l'information aux intendants et on peut aussi retourner l'information au secrétariat national des affaires étrangères. Une fois que ces intendants en ont, ils pourront donc faire aussi rapport ici. Voyez-vous, il y a des exemplaires qui viennent de partout pour éviter la fraude, voyez-vous. Ceux-là, une fois qu'ils auront reçu cela, ils pourront faire rapport au Conseil national de la justice. Ils pourront aussi faire rapport au Conseil national de l'économie. Que voilà, les conseils provinciaux ont délibéré et ils ont décidé que par rapport aux offres, ce qui sert l'intérêt général, c'est peut-être l'offre des Coréens. Donc, on va donner le marché d'exploitation du pétrole aux Coréens. Un point, un trait. C'est comme le résultat de l'examen. Ok, celui qui a passé l'examen, la Corée. Les restes, vous avez échoué. Il n'y aura pas un Français qui dira que voilà, j'avais besoin de cet or, et puis vous avez donné ça à la Corée. Ah, tu sais que je vais t'abattre. Oh, Sassou, tu auras chaud. Il n'y en aura pas. Parce qu'il s'agit d'un conseil. Imaginez les circuits. J'ai parlé d'une structure complexe pour arrêter la fraude, c'est-à-dire donner le pouvoir aux ayants droit, donc le pouvoir au peuple. Le peuple n'est pas peut-être ici, mais leurs représentants ici font leur travail tel qu'il le faut pour servir le peuple. En ce moment-là, on va donner le marché à la Corée, disons, et les restes là peuvent aller voir ailleurs. Je ne vois pas d'où viendront les infiltrés. Parce que ces membres ici sont délégués... Il y a certaines personnes qui ne seront pas identifiées. Non. Je parle... Ah, ok. Dans les conseils, dans l'administration supranationale, j'ai aussi proposé le Conseil national de l'identification. Ah, voilà pourquoi j'ai posé cette question. Ah, voilà. Voyez-vous, tout est dans le livre. Il faut faire référence au livre Afro-démocratie New African Order. Tout est là-dedans. Donc, nous avons le Conseil national de l'identification. Le Conseil national de l'identification va servir à recevoir les identités de chaque province. Ok. On va repartir un peu en arrière. Encore. Nous avons ici la province Katanga qui va
recenser sa population. Okay. Et en ce moment-là, ils vont faire le rapport au Conseil national de l'identification. Voilà, okay. Donc, ils ont un fichier. Là, c'est vraiment clair maintenant. Ils ont un fichier et ce fichier aussi doit être envoyé au Conseil national de l'identification. Okay. Alors, nous avons ici le Haut-Katanga. Entre les mains des dignitaires que les ethnies ont voté. Je suis sûr et certain que ces dignitaires-là ne vont pas permettre qu'un étranger puisse rentrer parmi leur population. Ça, c'est vrai. Vous comprenez que nous avons l'infiltration parce que nous avons quelqu'un qui est à la présidence. Dans le cas actuel, il est Louba. Et ils sont fous de laisser la province qui est là-bas à l'est d'être infiltrée. L'exclusion tribale. Mais quand on donne la responsabilité à chaque tribu, recensez vos populations. Ils seront sûrs et certains que ceux qui sont recensés viennent exactement de ces terres. C'est là où j'ai dit, ces Rwandais-là seront exposés. Ils vont faire leur bagage. Parce que ceux du Haut-Katanga diront, tu viens de quel village? Je dois quand même mentionner un village. Tu viens d'où là? Je viens de Puerto. Okay. Je viens de Kasenga. Vous venez de Kasenga? Alors, nous sommes ici à l'administration nationale. Vous dites que vous venez de Kasenga. Nous avons ici les conseils des représentants de tous ces territoires. C'est qu'il y a aussi quelqu'un qui vient de Kasenga. Okay. Alors, vous êtes... c'est le peuple de Kasenga qui vous a voté ici. Est-ce que vous reconnaissez ce monsieur qui vient de Kasenga? Voyez-vous? Ils vont s'asseoir ensemble. Oh non, s'il vient de Kasenga, mais d'où? Non, je dois vérifier. Ces chefs-là vont vérifier. Non, il n'a pas de traces ici. Ses arrière-parents ne viennent pas de là, voyons. C'était un Rwandais. Ok. Retournez-le chez Kagame là-bas. On va les trier. Juste une idéologie. Ok. Juste une idéologie. Il n'y a pas la magie ici. Il n'y a pas la magie. Il suffit juste de penser juste. La science, c'est ça. La lumière de l'esprit. On va les trier. Ils vont faire bagage et fuiront chez Kagame. Sans faire des vérifications biométriques. Ils vont fuir. C'est ça la raison. Si vous êtes vraiment des Kasenga, parlez cette langue ici. Qu'est-ce que ce mot-là veut dire? Ce proverbe ici, ça veut dire quoi? Bon, vous venez de quel village exactement? Oh, on va dans ce village. Montrez-nous les cimetières de vos parents. C'est sérieux. Ça va les coincer. Ils vont fuir. C'est ça. Avançons. Regagnons le contrôle du pays. En ce moment-là, tous ces fichiers du recensement seront envoyés au Conseil national de l'identification, l'administration supranationale. Ceux-ci seront exactement dans l'ensemble la population du pays, par province. Tous ces enfants qui sont nés seront aussi enregistrés par le Conseil national de l'identification. En ce moment-là, comme dans les fausses démocraties que nous avons, on prend la carte d'identité nationale, on donne à un étranger. Mais comment cela va se faire avec de tels circuits? Parce que si cet étranger se trouve au Congo central, pour qu'il y ait un passeport, il faudrait que son identité soit confirmée par les autorités du Conseil du Congo central et par le Conseil national de l'identification. Okay. Alors, quel est un ressortissant arabe qui va devenir détenteur du passeport congolais et puis commencer à marcher sur les Congolais comme ça? Ça, ce sont des faveurs que le président leur donne. Ce sont des faveurs que les démocraties, les fausses démocraties leur donnent. Ça va cesser avec un tel modèle complexe qui m'a pris du temps à établir. Donc, comme je le disais, nous sommes sur le libre arbitre. On a parlé, chacun de nous aussi est libre d'évaluer si cela lui donne l'avantage ou pas. Quand on parle du Conseil national de la défense, nous avons 26 membres. Chaque province est représentée ici. Dans le cas où l'Est est attaqué, le représentant de la province de l'Est dira « pas question ». Nous sommes un Conseil national de la défense. On doit engager le militaire d'aller mater ces Rwandais qui ont envahi. Il n'y aura pas un ministre de la Défense qui dira que je suis Louba. Non. Mon président est Louba. Nous sommes tous au service de l'Occident. Alors, tout le monde est dedans. C'est mon territoire. Nous sommes au Conseil national de la Défense. Allez, on doit voter. On doit engager l'armée. Ça sera fait. Ils seront libres de choisir les armements de défense de leur pays. Ce n'est pas un ministre de la Défense pour dire que non, si vous achetez ces armes, en tant que ministre de la Défense, on va vous enlever de ce poste. Non, c'est un conseil. Voilà.
pour l'étendue de notre pays, il nous faut de telles armes. Voyez-vous, ça serait peut-être des généraux, l'ensemble des généraux qui mettent leurs connaissances ensemble pour la défense du pays. Ah, mais soyons sérieux. On voit ici un pays fort. On voit ici un pays fort. C'est ça la raison. Il n'y a pas de président ici pour dire que c'est un nationaliste, on doit l'assassiner. Il n'y a pas de président. Chaque province a son conseil. Il n'y a pas de président. Une administration complexe qui met hors d'état de nuire l'ennemi, mais qui sert le peuple. Je dis bien les peuples dans leur diversité. Les peuples du Congo central, les peuples du Kassai oriental, les peuples du Katanga, ainsi de suite. C'est ça la raison. Voilà. Alors, j'essaie un peu de mettre au clair quelques éléments pour essayer un peu de donner la lumière à la jeunesse africaine. Comment peut-on parvenir à la faux démocratie? Donc, nous avons deux administrations. L'administration nationale et l'administration supranationale. Et au-dessus de l'administration supranationale, puisque j'ai parlé des trucs... Voilà. Ah. Okay. Maintenant, qui va nous présenter dans le monde extérieur? Voilà. Donc, j'ai parlé des tribus unies du Congo, par exemple, ou encore des tribus unies du Gabon, des tribus unies du Cameroun, voyez-vous. Donc, il faut faire une simulation. C'est vrai que j'ai pris l'exemple de la RDC, mais c'est applicable pour tous les pays africains, voyez-vous. Alors, au-dessus, j'ai parlé d'un porte-parole. Et ce porte-parole sera désigné par l'administration supranationale, précisément par le Conseil national de la justice. Le Conseil national de la justice va voir dans l'ensemble du pays qui est capable d'aller nous représenter là-bas. On peut le prendre du Haut-Katanga là-bas. Il est con, il parle beaucoup, voilà. On peut le prendre, il est éduqué, il fait quand même la fierté du pays. Bon, monsieur, il y a un sommet à Addis Abeba. Allez représenter les tribus unies du Congo. Allez nous représenter là-bas. Okay. Quelqu'un qui n'a pas de pouvoir. Le Conseil national de la justice crée une délégation. Allez représenter les tribus unies du Congo. Une fois là-bas, dès qu'ils finissent, ils rentrent, ils font le rapport au Conseil national de la justice. Le Conseil national de la justice est siégé par 26 membres. Tous les 26 membres auront le rapport de Addis Abeba. Et ils pourront faire des rapports à chaque province. Voilà. Le pays fonctionne. Ce qui est plus important, c'est que le peuple est servi. La jeunesse est protégée. Ils ne sont pas tentés à émigrer. Et voilà, il n'y a pas de guerre médiocre. La femme congolaise, la maman congolaise est protégée, et valorisée. C'est ça le souci. C'est ça. Donc, dans tout ça, où est l'importance de l'Occident? Je n'ai pas parlé de l'Occident ici. Oui. C'est pour souligner que les solutions aux problèmes congolais sont possibles d'être trouvées par des Congolais au Congo. Ça ne sert pas d'aller au Qatar, ça ne sert pas d'aller partout. C'est pour faire quoi en fait? On peut trouver ces solutions-là. Ce qu'il nous faut, c'est de juste changer l'idéologie. Nous sommes sous une idéologie coloniale. Il nous suffit de choisir une idéologie anticoloniale et le pays sera libre. Le pays sera libre. J'ai cet espoir. Voilà. Mais c'est Clavis, s'il vous plaît. Ne croyez-vous pas que dans nos gouvernements actuels, ça fonctionne de la même manière que vous venez de... Non, c'est très loin de ceci. Dans nos gouvernements actuels, il y a un président, un faux président, un sapeur, un voyageur. Ici, il y a des gens qui travaillent. Dans les administrations actuelles, le président fuit loin du peuple. Il faut voir comment ils traversent dans leur cortège. Ils sont protégés par des militaires armés lourdement. Vous êtes armés si lourdement contre qui? Soyons sérieux. Contre le peuple. Mais ici, nous avons un conseil des représentants provinciaux. Dans le cas où on a pris l'exemple du Congo central, très proche du peuple, par la culture, par la valeur, par la langue parlée dans la province. Et ils sont là en train de servir le peuple. C'est tout à fait différent. Dans les administrations actuelles, ces présidents prennent des ordres des colons. Mais ici, ces leaders prendront des ordres des peuples. C'est ça l'afro-démocratie. Le retour du pouvoir aux ayants droit. C'est ça la vraie démocratie. Vraiment, c'est très clair. Vraiment, c'est très clair. Personne ne sera délaissé. Personne ne sera oublié. Personne ne perdra le pouvoir. Au contraire, voyez-vous, quand on a le contrôle sur toutes nos richesses, il y aura plus d'argent dans le pays.
il y aura plus d'argent dans le pays. Imaginez-vous le pétrole peut-être qu'on vendait, dont on faisait des revenus à 6%, et qu'en ayant le contrôle de ceci, ça tourne, ça bascule. On se retrouve avec des 60, des 70%. C'est beaucoup d'argent. Le peuple sera servi. Donc, quand on a des revenus, ça va directement au Conseil de la Trésorerie nationale, l'administration supranationale. Le Conseil de la Trésorerie nationale va maintenant payer chaque province. Voyez-vous, nous sommes 26. Si on fait des revenus d'1 milliard de dollars, 1 milliard de dollars divisé par 26, et on distribue ça à chaque nation. Ok. Et chaque nation prend son programme de développement d'une manière autonome. Finalement, ceux du Haut-Katanga ne vont pas blâmer ceux du Congo central, et ainsi de suite. Okay. Voyez-vous, c'est ça la raison. Donc, personne ne perd le pouvoir, personne ne le gagne, parce qu'on est né dans le pouvoir. Voyez-vous? Donc, on conserve notre pouvoir. On le récupère des mains des ennemis. C'est ça la raison. Vraiment, c'est vraiment clair. Ah, c'était important d'avoir ces tableaux pour vraiment expliquer. Hein? Donc, si je peux faire une récapitulation, dans le cas du Congo-Brazzaville, par exemple, nous avons 12 départements. Ici, on va voir le nombre de territoires. S'ils sont 5, ils vont donc former un conseil départemental de 5 membres. Et à partir de là, ils vont nommer des ministres. Ces ministres qui vont servir les peuples de ce département-là. Donc, chaque département sera autonome. Et les restes des mécanismes, tels que je l'ai expliqué. Et si jamais les gens ont plus de questions, sur la chaîne où cette interview sera publiée, il y a une adresse email que je vais mettre, que je vais rendre disponible. Donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire par email vos questions. Je vais répondre à ces questions-là personnellement, parce qu'on ne peut pas tout dire ici. Dans le cas contraire, il faut se procurer le livre. Sinon que je suis disponible pour tout le monde. Pendant quelques minutes, pouvez-vous nous résumer ce que vous venez de dire ici? Alors donc, en un mot, nous avons pour la réforme de nos pays, comme je l'avais dit, on ne peut pas évoluer dans le contexte de la démocratie dans nos pays si on ne réforme pas ces pays-là. Parce que ces pays-là n'existent pas. Alors, donc, la réforme de nos pays, j'ai suggéré 2 types d'administration. L'administration nationale, c'est-à-dire au niveau des provinces, très proche du peuple, et l'administration supranationale qui va servir d'intermédiaire entre le peuple et le monde extérieur. Et au-dessus, nous avons un porte-parole, c'est-à-dire quelqu'un qui va à Addis Abeba, par exemple, il finit là-bas, dès qu'il rentre, on ne va plus l'envoyer. Donc, on va envoyer une autre personne. Voyez-vous, si dernièrement c'était du Haut-Katanga pour aller reposer, prochainement ce sera de l'Équateur. Voyez-vous, c'est ça. Le peuple d'abord, servir ce peuple-là. L'extérieur, nous, on s'en fout. D'abord l'intérieur, c'est ça la raison. Vraiment, merci. Merci pour votre intervention. J'ai une question à M. Clavis. Oui? Partagez-vous cet avis de l'unité africaine? L'unité africaine, l'Union africaine, tellement qu'on a parlé d'Addis Abeba, là vous me posez cette question. Alors, l'unité africaine n'existe pas dans ce contexte des républiques. On ne peut pas être uni dans ce contexte de la République. On parle de l'unité au sommet, mais à la fondation, il n'y a pas l'unité. Si on voit dans le contexte du Congo-Brazzaville, le peuple n'est pas uni. Si on voit dans le contexte de la République démocratique du Congo, le peuple n'est pas uni. Mais pendant ce temps, le président Sassou, le président Félix vont se déplacer à Addis Abeba pour parler de l'unité africaine. On ne peut pas parler de l'unité africaine s'il n'y a pas l'unité des peuples dans le pays. Ça ne marche pas. La fondation n'est pas unie. Et puis vous parlez de l'unité de la toiture. C'est insensé. C'est imprudent. Je ne crois pas à l'unité des Africains dans ce contexte de la République. L'unité des Africains doit d'abord commencer avec le séparatisme des valeurs. Il faut séparer des valeurs pour mieux... Voyez-vous, tel qu'on a expliqué dans le contexte de la RDC, si chaque province se prenne en charge, il n'y aura pas de conflits ethniques, il n'y aura pas de la jalousie, il n'y aura pas de la haine. Et s'il n'y a pas la haine, s'il n'y a pas la jalousie, ce qui veut dire qu'il y aura l'amour. Voyez-vous, s'il n'y a pas la haine et la jalousie entre les provinces, entre les tribus, ce qui veut dire qu'il y aura l'amour. À l'absence de la jalousie, il y a l'amour. Voyez-vous? Donc, en ce moment-là, en parlant de l'amour, on peut donc parler de l'unité de toutes ces tribus.
C'est là où j'ai parlé des tribus unies du Congo. Et si ces tribus-là sont unies, en ce moment-là, on peut aller maintenant à l'extérieur pour parler de l'unité africaine. C'est ça la réalité. Donc chaque pays doit d'abord créer le séparatisme des valeurs pour unir les tribus dans le pays. Et une fois que ces tribus sont unies, en ce moment, on peut maintenant parler de l'Union africaine dans l'ensemble. Sans le séparatisme des valeurs, je ne vois pas. C'est là où on a parlé de l'AS. Si on ne procède pas par le séparatisme des valeurs, cette alliance donc quelque chose d'une union, c'est un rêve éphémère, je peux dire. Ça ne durera pas longtemps. Ça ne durera pas longtemps parce que la fondation est ratée. Donc, je ne veux pas que l'AES puisse faire marche arrière. Ce qu'il faut considérer, ce sont des propos scientifiques que nous sommes en train d'engager ici. Voilà. Toutefois, on est disponible pour répondre à toutes les questions possibles. Je vais répondre à ces questions personnellement. Voilà. Vraiment, merci. Il n'y aura pas de secrétaire pour faire ça. Parlons un peu de l'immigration en Europe. Quel est votre avis des noyades dans la Méditerranée, et les Africains s'immigrent et puis la vie en Europe et tout ça? Donnez un peu votre avis. L'immigration. Voyez-vous, je suis d'avis que l'enfant africain puisse rester en Afrique. Ça, c'est mon avis. J'ai passé pas mal de temps en Europe. C'est mon 3e voyage en Europe, actuellement. Et j'ai vu pas mal de choses, si je dois le dire. Je suis d'avis que pour les enfants africains intelligents, ceux qui sont intelligents et africains, que ces parents africains les gardent en Afrique. Parce que quand ils commettent l'erreur d'envoyer leurs enfants intelligents en Europe, l'Europe, premièrement, cherchera à détruire ses enfants. Ça, je ne le cache pas. Je suis en train d'écrire un livre où j'ai abordé ce sujet. C'est vraiment profond, c'est vraiment touchant. Quand on est intelligent et africain et qu'on ne peut pas vous contrôler, d'une manière, vous n'êtes pas le bienvenu en Europe. Là, je ne parle pas des citoyens européens comme tels, mais je parle du système. C'est-à-dire, vous ne serez pas facilement intégré dans le système parce que vous êtes intelligent, on vous prend pour un danger. Et imaginez un fils africain d'une telle intelligence envoyé en Europe et finir dans la rue sans papier, détruire son esprit, et dès qu'il aura ses papiers, il n'est plus le même. C'est une perte pour l'Afrique. Je suis d'avis que les enfants intelligents africains restent en Afrique, mais pas sous cette démocratie malade, pas sous ces présidences. Et il nous faut fermer ces présidences-là. Et une fois qu'on a fermé ces présidences et qu'on procède par le séparatisme des valeurs, ça va mieux nous servir de garder ces Africains intelligents en Afrique pour servir l'Afrique. Parce qu'il n'y a pas de dignité ailleurs que chez soi. Ça, c'est la raison. Ça, c'est la raison. On nous parle du Pays-Bas. Nous avons la Cour pénale internationale là-bas. Dernièrement, le président de la Cour pénale internationale était en Afrique, au Congo. Soit disant qu'on est en train de violer les droits des Congolais là-bas et ils sont intéressés de voir ce qui se passe. Quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie, soyons sérieux! Mais il faut voir comment les migrants sont traités aux Pays-Bas. Les migrants africains, il faut voir. Mais ils sont maltraités. Ils subissent des mauvais traitements. J'ai eu des témoignages et j'en ai vu aux Pays-Bas où on vous sert le permis. Qu'est-ce qui vous prouve de dire ça? Mais c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Aux Pays-Bas, j'ai vu des Africains qu'on a servi des permis, des titres de séjour. Mais vous vous rendez compte que c'est un titre de séjour de 5 ans? Du moment où ils ont ce titre de séjour en main, 4 ans sont passés. Donc, on vous donne un titre de séjour et on garde cette carte de résidence confisquée pendant que vous souffrez. Donc, on vous fait souffrir sciemment. Vous avez un titre de séjour dans le système, mais vous ne l'avez pas en main. Vous êtes notifié qu'on vous a octroyé un titre de séjour dans l'espace de l'Union européenne, mais vous n'en avez pas en main. Ça se passe aux Pays-Bas. Mais les Pays-Bas, c'est un bon élève. Non! Ça, ce sont des propos envoyés vers l'extérieur
pour dire que voilà, c'est une terre de refuge, une terre humanitaire. C'est la fausseté. C'est la fausseté, soyons sérieux. On vous délivre un titre de séjour que vous n'avez pas en main. C'est un titre de séjour de 5 ans. Et pendant ce temps, vous souffrez. 1 année passe, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, ok, il a assez souffert, il n'est plus le même, il n'est plus cette même personne, et on vous donne votre titre de séjour en main. Quand vous avez ce titre de séjour en main, vous regardez, ça a été délivré il y a de cela 4 ans. Et sur 5 ans, il ne vous reste qu'1 année. Et vous vous rendez compte que vous avez souffert tout ce temps sans papier, tandis que ce papier a existé dans le système. Ça, c'est la violation des droits de l'homme. Soyons sérieux. Ça, c'est la violation des droits de l'homme. Donc, si la Cour pénale internationale est sérieuse, avant d'aller fourrer son nez en Afrique, au Congo, là-bas, ces directeurs de ces centres méritent d'être à la CPI. Que la CPI aille là-bas. C'est dans le même pays, aux Pays-Bas. Juste une voiture, pas un avion. Qu'ils aillent dans ces centres des migrants. Tous ces directeurs-là, qui maltraitent les Africains, je dis, ils le font sciemment. Écoutez, j'ai confronté la directrice de l'immigration du Pays-Bas. Moi, personnellement. Si vous voulez que je vous donne le nom, je vais vous donner le nom. Des lettres que j'ai écrites, je le ferai. J'ai confronté la directrice de l'immigration du Pays-Bas. J'ai demandé pourquoi une telle injustice envers les Africains dans votre pays. Jusqu'aujourd'hui, on ne m'a jamais répondu à cette question. On ne m'a jamais répondu à cette question. Je n'ai pas supporté ça. J'ai reçu pas mal de témoignages. J'ai vu. J'ai dit, ceci ne passera pas. C'était l'une des raisons que j'ai quitté le Pays-Bas. C'était l'une des raisons que j'ai quitté le Pays-Bas. Je suis rentré en Afrique. Et si c'est un pays parmi les meilleurs de l'Europe, on doit alors se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans les restes des pays? La logique est claire. Si la CPI veut du travail, au lieu de prendre Mbemba, Jean-Pierre Mbemba, de l'emmener là-bas, au lieu de prendre Laurent Gbagbo, de l'emmener là-bas, qu'il aille voir les directeurs des centres des migrants. Avec ce modèle de démocratie, on peut avancer en Afrique, mais toutefois, ça n'est pas encore implanté. Comment est-ce que vous, les gens, les jeunes, je sais ce n'est pas encore implanté. Je sais que ces leaders africains sont au service du colonialisme. Il y en a très peu qui sont au service du peuple. Mais si je dois être honnête et réaliste, si j'étais militaire, j'allais agir en ma manière. Donc, si ces leaders-là sont conscients, sont assez conscients, s'ils ont le souci de la mère africaine, de la mère congolaise et des enfants africains, qu'ils laissent le changement se faire dans la paix, dans la tranquillité. Okay. On a assez souffert sous le colonialisme. Mais s'ils sont têtus, parce qu'ils sont noirs de peau, mais pas noirs à l'intérieur, en ce moment-là, mes paroles, des paroles qui sortent de ma bouche actuellement, vont arriver aux oreilles d'un certain militaire qui aura le mandat de les chasser du pouvoir pour installer ce changement afro-démocratique. Je n'ai pas de souci. Ça va arriver. Ça va se passer. La fin du colonialisme est là. C'est ça la réalité. Je peux voir ça. C'est la fin du colonialisme. Mais Clavis, quel est votre dernier mot pour qu'on puisse clôturer cette émission? Bien, je suis juste content de mon séjour ici en Allemagne, jusqu'ici. Ok. J'apprécie beaucoup. Prenez le destin en main pour changer l'idéologie coloniale qui ravage nos terres en une idéologie anticoloniale. L'heure a sonné pour la fin du colonialisme. Si on change ce système en Afrique, tous ces frères africains qui souffrent ici en Europe rentreront. Ils rentreront. Et c'est ça le rêve. Protégeons la mère africaine et son enfant. Merci, c'est ça mon dernier. Merci, M. Clavis, de nous avoir donné votre temps pour éclairer nos compatriotes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. C'était un plaisir. Okay, merci. Merci.